Donc oui, à ce qui est, ce serait en fait, dans un tout premier temps, je voudrais vraiment préciser ce que ce n'est pas. Parce qu'il y a une chose qui est de toute évidence impossible à faire, c'est du point de vue de l'histoire, de notre histoire humaine, du personnage, puisque c'est le terme que j'utilise, que ce personnage-là soit dans la vie en permanence avec cette possibilité, cette espèce de pouvoir surhumain, de sainteté peut-être même, on pourrait dire, de dire oui à tout ce qui est. Et c'est bien sûr pas ça dont il s'agit. Donc ça, c'est vraiment important à dire parce qu'on a tous nos capacités donc constitutionnelles. Donc c'est pas les capacités de la personne, mais c'est ce qui constitue ce monde particulier, le monde Didier, le monde Alain, le monde de tous les mondes qui apparaissent ici, ont des éléments constitutionnels qui seront toujours, à un moment donné, dans une impossibilité de dire ce oui. Je dirais la limite peut être très basse dans certains cas on pourrait dire, très facilement frustré, très facilement énervé, etc. Et puis pour d'autres qui ont fait peut-être 30 ans de vipassana ce sera bien sûr plus élevé, ce sera un genre de détachement, mais il y aura toujours à un moment donné une situation qui sera inacceptable, qui sera au-delà de la capacité de dire oui. Hein. Donc c'est vraiment pas à cet endroit-là qu'on va essayer de voir de quoi parle cette phrase, de ce oui dont il s'agit. Ce n'est pas le oui du personnage, ce n'est pas le oui relatif à l'histoire, c'est un autre oui dont il s'agit, qui est bien sûr complètement disponible, visible, mais souvent il est ignoré toute une vie et c'est pour ça qu'on est ici, pour essayer de le mettre à jour. Donc il y a des situations absolument impossibles et on fait quoi avec ça? Comment ça se passe réellement? La première chose que je vais dire, mais qu'on va vérifier, donc c'est juste une proposition dans un premier temps, c'est oui à ce qui est, ce n'est pas un faire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait ou qui se fait, ce n'est pas une activité réellement. Donc, je propose, et on va le vérifier, que c'est cela que l'on est. Hein, donc, c'est une autre façon, parce qu'on peut parler de conscience, on peut parler de présence, on peut parler de plein de choses. C'est tous des concepts qui sont justes, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a une façon d'en parler aussi qui est absolument 100% compatible, qui dit que ce oui est notre nature profonde et n'est pas une action particulière, et surtout pas une action du gugus ou de la nana qui serait au sein de cette histoire. Donc, ce n'est pas une action particulière, c'est un oui qui est, on pourrait dire, dans un premier temps, antérieur, bon, bien qu'il ne soit pas réellement antérieur, mais qui est antérieur à cette manifestation-là. Okay. Donc, si on parle de oui à ce qui est, qu'est-ce qu'on pourrait définir euh, c'est quoi ce qui est? Qu'est-ce qui est en ce moment? Vraiment, là, je vais vous demander de vérifier par vous-même et surtout de vérifier toujours, absolument toujours, du point de vue de la première personne et de ne pas imaginer une troisième personne. Parce que cette troisième personne, elle est une expression particulière de ce monde à la première personne. Donc, la troisième personne est un sous-ensemble de la première personne réellement. Mais bon, on ne va pas aller trop loin là-dedans parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, à la première personne, c'est-à-dire moi, je, donc moi, alors à vérifier ce que c'est, quelque chose qui parle directement de ce vécu, hein, qu'on appelle mon vécu. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? C'est quoi ce qui est? Ce qui est, c'est fondamentalement un ensemble d'informations qui sont, en l'occurrence, visuelles, par exemple, des informations sonores qui arrivent aussi. Donc, il y aura d'autres informations. À la première personne, et en ce moment, je suis sur un siège, donc j'ai une information, on pourrait dire tactile, qui serait mes fesses sur la chaise. Donc, c'est un autre type d'information. Donc, il y a les cinq sens. Hein, donc, ça, c'est une chose assez facile à comprendre. Quelles sont les autres informations? C'est les pensées. Donc, on a vu aussi dans le passé, dans nos conversations, que les pensées ne sont pas réellement quelque chose de fondamentalement différent que ces perceptions sensorielles. Ce sont d'autres perceptions, ce sont d'autres objets immatériels, mais qui, de toute façon, ont une taille, un début, une fin, qui racontent une histoire, qui donnent une information, qui apparaissent, disparaissent, exactement comme les objets sensoriels, visibles. Et puis, bon, les émotions, donc on ne va pas en parler particulièrement, qui est peut-être une forme d'hybride entre les pensées et les sensations. Mais de toute façon, tout ça, c'est à la première personne, c'est ce qui se passe. Ça, on va dire, c'est le niveau 1. Voilà, il y a ça. Cette information-là, cette manifestation qui est faite d'un ensemble complexe d'informations. Notez que à ce niveau-là, je ne parle pas de moi, des autres,
de quoi que ce soit, d'une intériorité. C'est juste une description scientifique, on pourrait dire, de cette expérience directe qui comporte toutes ces informations-là. Donc ça, c'est niveau 1. Niveau 2, en fait, c'est un peu plus raffiné. On pourrait dire que de ces pensées, de ces informations visuelles, il y a une forme de compréhension qui arrive, qui dit, tiens, c'est pas juste des couleurs et des formes, c'est des petits personnages qui sont là, des amis. C'est un ordinateur, un téléphone, une conversation qui a du sens. Donc, il y a une forme de compréhension qui est là, de ce qui se passe, de mise, on pourrait dire, en contexte, qui donne un script, un narratif qui amène du sens. Ce sens-là, ça reste encore une forme d'objet, parce que c'est dépendant de ce qui apparaît, de ce qui disparaît. Et c'est soi-même fluctuant. Une compréhension change tout le temps. Ça n'a pas besoin d'être toujours là. Donc, il y a vraiment cette information, sensation, pensée, émotion et l'interprétation. Tout ça sont cette danse, on pourrait dire, de la manifestation, et qui est réellement quelque chose qui, encore, à ce niveau de description, absolument pas fragmenté. Parce que, bien sûr, ce sont des informations toutes différentes les unes des autres, mais on n'a pas encore, à ce niveau-là, une autre information qui dirait une partie de cette danse s'appelle moi-même, et le reste s'appelle pas moi, l'extérieur, ce monde séparé. Donc, cette dualité-là entre moi et les autres, entre moi et l'extérieur, moi et le reste du monde, n'est pas encore apparente à ce niveau-là. S'il n'y a pas cette habitude, cette addiction à interpréter, donc rajouter du sens, mais à ce moment-là, ce sens-là, ce sera plus le sens de l'histoire, ce sera un autre sens que typiquement j'appelle Maya, qui est juste une autre histoire, hein, c'est pas fondamentalement autre chose que ça, qui va dire, et en plus, une partie de l'information qui est vécue à la première personne, donc ce corps, cette tête, je ne sais pas quoi qu'il se passe réellement, sont particuliers, sont hiérarchiquement supérieurs, parce que, et point, qu'est-ce que ça va être? On va faire des listes de pourquoi, et si on regarde ces listes-là, on l'a fait avec la plupart d'entre vous, on s'aperçoit qu'elles ne tiennent pas la route, elles sont purement arbitraires, c'est une interprétation qui n'a pas d'autre fondation qu'une croyance transmise, bien sûr, c'est la condition humaine, ça s'appelle, ça fait partie on pourrait dire, d'une lecture particulière de la vie, qui comporte forcément, comme vous l'avez tous certainement bien déjà repéré, son lot de souffrances attachées à cette séparation. Donc, c'est vraiment la question qui dit, est-ce que la lecture que j'ai proposée jusque-là, avant de séparer le monde entre moi et pas moi, est-ce qu'elle c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier toujours dans tous les cas? Donc ça, c'est vraiment l'exploration à faire, hein, et de se demander pourquoi il y a cette division. Donc, les pistes que j'ai données, je les ai déjà données sur Olab, donc vous pouvez aller dans les replays. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai donné la première piste, c'est le libre arbitre, donc c'est vraiment un peu la tarte à la crème que j'utilise à chaque fois d'entrée de jeu pour entarter les participants, parce que c'est vraiment souvent une idée très forte, très puissante, hein, qui dit j'ai décidé ces paroles et c'est pour ça qu'elles sont dites. Donc, il y a un centre de contrôle, je décide de lever la main, donc il y a un centre de contrôle et ce centre de contrôle, c'est moi-même. Donc, paf, hop, cela qui est, puisqu'on revient au thème de la journée, cela qui est, c'est-à-dire cette danse de pensée, de forme, de sens, tout d'un coup prend une couleur particulière, parce qu'il y a une partie qui va être étiquetée moi et l'autre partie qui va être étiquetée cette extériorité, ce monde séparé. Cette impression d'extériorité qui dit il y a un monde extérieur en dehors de ça. Donc, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, je parlais de Tokyo, je m'étais même déplacé jusqu'à Tokyo pour vérifier ça. Et j'avais vérifié que je n'ai pas pu trouver un Tokyo à l'extérieur de ma propre expérience à la première personne, que si je me déplaçais à Tokyo, ce qui se passait en réalité, c'est Tokyo se déplaçait en moi. Non pas moi, cette personne, ce personnage, mais en moi, cela qui est conscient, en moi, cela qui sait cette histoire, qui est l'antériorité de tout ce qui apparaît et disparaît. Donc, ce monde extérieur, cette extériorité, est toujours supposée, elle est toujours
très active, elle semble raconter quelque chose de vrai, mais fondamentalement, jamais personne, absolument jamais personne ne l'a trouvé. Personne n'a trouvé ce monde extérieur. Il n'existe pas en dehors, et ça c'est vraiment, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je dis qu'il n'existe pas en dehors de cet acte particulier qu'on appelle conscience. Et ça, c'est vraiment une découverte à faire, que euh, cela qui est en réalité, fondamentalement, la totalité vue sous un angle particulier. Donc l'angle Didier, l'angle Alain, tous les angles qui sont là, ce sont des angles de vue, mais ce n'est pas des petits bouts fragmentés d'un monde qui serait fait de plein de petites sous-mondes existant par eux-mêmes. Ce monde en dehors de ma propre présence n'existe pas. Cela qui est ne comporte pas d'extériorité, ne comporte pas l'idée que c'est quelque chose qui serait autre chose que ma propre expérience. Et quand je dis ma propre expérience, ce n'est pas l'expérience de Didier, par exemple, c'est ce monde Didier dans sa totalité, qui est à la fois immense, de complexité, d'informations, de possibilités, de narratifs, et à la fois, il est tout petit par rapport à l'imaginaire qui est là, qui dit nous sommes une petite chose minuscule sur une planète minuscule dans un monde absolument immense extérieur. Vu de ce point-là, ça fait vraiment très peur, quoi, parce que c'est considérer que réellement, cela qui est réellement une minuscule partie de la totalité, c'est pas vraiment cela qui est, c'est rikiki. Donc, j'essaie de réintroduire le sentiment, l'intuition que cela qui est n'est pas une partie de la totalité, mais est réellement la totalité explorée, on pourrait dire, d'un point de vue particulier. Point de vue Didier, point de vue Alain, point de vue de tous les participants ici. Donc ça c'est important parce que sinon cela qui est, ça devient une forme de sous-ensemble, mais on ne comprend pas vraiment de quoi on parle. Ce dont je parle dans cela qui est, c'est tous les éléments qui font partie de ce monde Didier, par exemple, dans le cas on pourrait dire, de l'angle Didier de vie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une intériorité par rapport à ça? Souvent, on en parle à l'intérieur. J'entends ça en permanence dans les conversations qu'on a. Oui, mais à l'intérieur de quoi réellement, quoi, en fait? Parce que si on retourne à la définition de ce que j'ai donné avant, donc de cette apparition et disparition de sensations, de pensées, d'émotions, tout ça, c'est à l'intérieur de cela qui sait, bien sûr, et c'est même pas à l'intérieur, mais on peut déjà en parler comme ça, mais il n'y a pas d'intériorité là-dedans. Ou alors on considère, on dit oui, mais il y a des informations particulières, on va dire que c'est à l'intérieur, c'est juste une étiquette, mais c'est pas une réalité. Donc les pensées à l'intérieur, pourquoi pas, mais ça aide pas parce que à l'intérieur de quoi réellement? Est-ce que les pensées sont dans le corps, dans la tête? Donc pas de particularité, pas de possibilité de diviser ce monde en moi, pas moi, pas de localisation. Il y a juste cela qui est, et cela qui est la totalité. Donc Didier, le personnage, en fait partie, hein, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Il y a les paroles en font partie. Donc, on pourrait dire que c'est une forme d'expression de la totalité, voilà, de cela qui est, d'un angle particulier. Et pour chacun d'entre vous, donc chacun, non pas de personne, mais de point de vue, c'est une autre expression cohérente, puisque forcément, c'est cette source qui s'explore de plein de façons différentes, de plein d'angles différents. Donc, si des paroles Didier sont apparemment dites en présence de 30 points de vue, ou 50 ou 60, il y aura 30 ou 50, 60 points de vue qui auront cette information-là qui va apparaître. C'est tout à fait 100% cohérent parce que c'est la même histoire. Il n'y a qu'une seule histoire, infiniment complexe, vue de plein d'angles. Donc, la cohérence, c'est la cohérence de la source, c'est pas la cohérence d'un monde extérieur qui serait partagé entre nous tous, en fait, réellement. OK? Donc, ça c'est vraiment, on pourrait dire que c'est important pour arriver au oui. Parce que tant qu'on a une forme de division entre moi et le reste, ça va être vachement difficile de comprendre de quoi on parle de ce oui-là. Ça va toujours être un oui relatif au sein de l'histoire, sous pression on pourrait dire, je sais pas, d'un dictat spirituel d'une forme même de capacité incroyable de contrôle, etc. Et c'est pas du tout de ça dont on parle. Donc, si cette image multidimensionnelle que j'ai décrite a une existence, elle a aussi une existence dynamique, apparemment. Donc, ça change tout le temps, ça bouge. C'est un film, on pourrait dire, multidimensionnel, puisque c'est pas juste visuel, c'est plein de sortes de dimensions. Et
et ça, là, c'est un peu le saut quantique quand même, et c'est souvent ça qui prend un peu de temps et pour reconnaître ça. Cette manifestation, donc cette information toute bête qui ne comporte pas d'endroit moi, pas moi, apparaît. Alors on pourrait dire à cela qui sait, à cela qui est conscient de cette danse. Et ça, c'est vraiment, à la fois c'est juste, hein, à la fois c'est juste, et à la fois c'est encore une forme d'errance, parce que il va sembler qu'il y ait deux endroits incompatibles qui diraient il y a cela que je suis. J'ai bien compris que cela que je suis n'est pas une forme particulière, n'est pas un moi localisé, on pourrait dire, dans un monde extérieur, mais j'existe quand même en tant que ce savoir, cette connaissance. En anglais, on dit knowingness de cette manifestation. Et il peut y avoir un imaginaire que cela qui sait est juste une forme presque invisible de présence au sein de la manifestation, quelque part, peut-être encore, pourquoi pas, dans le corps, dans la tête. Et la découverte à faire, c'est que fondamentalement, cette conscience, alors qui semble dans un premier temps conscience de, hein, on parlait comme ça, conscience de ses mains, conscience de ses paroles, conscience de ses pensées, de ses émotions, semble à distance, parce qu'il y a deux aspects qui sont absolument séparés l'un de l'autre. Cette conscience-là, elle est nulle part dans dans ce monde, dans cette manifestation. Elle n'est pas un endroit particulier, elle n'est pas derrière les yeux, en train de regarder le monde à travers des yeux, elle n'est pas localisée. Pourquoi elle n'est pas localisée? Parce que fondamentalement, cette conscience n'est pas à distance de ce qui est vu. Donc, ce n'est pas conscience de ses mains, c'est conscience main réellement qui se passe, conscience parole, conscience. J'utilise souvent, tiens, je vais l'utiliser de nouveau. On peut dire argile, si on prend argile comme cette conscience, cette matière, on va juste comprendre que l'argile est non pas une matière à distance du bec, à distance de la huppe, à distance de la queue, mais réellement l'unique réalité de ce bec, de cette huppe, de cette queue. Il y a pas, alors on ne peut pas dire c'est l'argile du bec, bien, on peut le dire, mais fondamentalement, on voit bien que c'est une trahison quand on dit ça, argile du bec, argile de la huppe, argile de la queue, parce que la totalité de l'oiseau est fait d'argile, donc il n'y a pas, même pas besoin de le citer. Donc ce n'est pas une addition de choses, c'est réellement le principe oiseau, donc le principe manifesté, donc le principe notre conversation, n'est pas autre chose que cette conscience qui n'est pas à distance, même si on peut dire, parce que le langage est duel, conscience de ces mots, conscience de ces pensées, conscience de cette conversation. Il n'y a pas de distance. Cette conscience est l'objet de conscience, donc le mot, on pourrait dire la totalité de ce monde Didier, n'ont aucune distance. Ce sont juste deux étiquettes d'une seule et même réalité. Et ça, c'est vraiment ce qui permet de résoudre un petit peu cette impression dans certains cas, de ce qu'on appelle la position du témoin, qui dirait cela que je suis et ce savoir à distance de cela qui est su, de ce monde, qui donne une forme de distanciation, bien sûr, mais qui n'est pas la réalité de ce qui se passe réellement, quoi, en fait. Donc, on y arrive au oui maintenant. Donc, cette possibilité de phrase qui dit oui à ce qui est et notre nature profonde, bien sûr, là, on y arrive réellement parce que cette argile que j'ai présentée là, elle est faite de cette pure conscience. C'est quoi une conscience? C'est simplement le fait qu'il y ait quelque chose au lieu de rien. Douglas Harding en parle comme d'une capacité, hein, d'une capacité d'accueil, mais c'est plus qu'une capacité parce que cette argile-là n'est pas capacité pour l'oiseau. On pourrait dire que c'est le matériau de l'oiseau, quoi, d'une certaine manière. D'autres en parlent comme une forme d'un accueil inconditionnel, parce que ce savoir-là, il n'est pas filtré en fonction de ce qui apparaît. Il n'y a pas un certain savoir qui est OK, je ne sais pas moi, sur des pensées pures ou des actions pures ou des visions pures, et puis qui serait absolument filtrant complètement ce qui ne serait pas pur ou correct. Et donc, il y a vraiment un accueil inconditionnel de tout ce qui apparaît. Et ça, c'est vraiment cet accueil-là, c'est la définition même du oui, un grand oui qui dit toujours oui à ce qui est, oui à ce qui est, parce que c'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui est, on pourrait dire, une des définitions de cette présence
consciente, qui ne va jamais pouvoir, c'est constitutionnel, ça ne va jamais pouvoir filtrer quoi que ce soit, puisque c'est la matière de tout ce qui apparaît. Donc c'est la matière du oui, c'est la matière du non, c'est la matière du peut-être, c'est la matière de tout ce qui peut être beau, pas beau, etc. Il n'y a pas vraiment de possibilité de filtre, parce que ce qu'on découvre ici, c'est que c'est un principe, c'est pas une position, c'est pas une opinion. Une opinion serait un autre objet, ça ferait partie du monde, ça ferait partie du monde des objets. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas la manifestation et conscience de la manifestation. Cette manifestation est une modulation de cette conscience. Et cette conscience est le oui à ce qui est. C'est pas une action, c'est pas un faire, c'est réellement l'essence de notre, on pourrait dire, de la racine de ce sentiment d'être, de cette être-té.